Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle notion qui est la notion d'héritage. Juste avant de commencer, je tiens à préciser que si vous voyez que le code n'est pas exactement le même que celui que nous avions eu dans les dernières vidéos, c'est dû au fait que cette vidéo, la vidéo de l'héritage, je l'avais déjà tournée, mais j'ai trouvé que, en la regardant, que je n'étais pas assez précis dans mes explications, j'étais un peu trop vague, j'allais peut-être un peu trop vite sur les différentes notions. Donc, ce que je pense que je vais faire, c'est couper l'héritage en deux vidéos. Deux vidéos qui seront, je ne pense pas très égales, parce que la première sera beaucoup plus chargée que la deuxième. Dans la première, on verra qu'est-ce que c'est l'héritage, comment on fait pour faire les constructeurs d'héritage, les constructeurs de recopie, et toutes les notions qui sont attachées ensemble. Et ensuite, on verra dans la deuxième vidéo le polymorphisme et tout ce qui est en rapport des fonctions virtuelles et tout ça. Mais ça, vous verrez plus tard. Donc, nous nous trouvons ici, non pas sur Visual Studio, mais sur le logiciel Krita, qui est un logiciel de dessin qui me servira ici à vous faire des petits schémas et à vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est l'héritage. Alors, commençons. L'héritage, si moi je voudrais vous expliquer qu'est-ce que c'est l'héritage, c'est de dire que c'est une classe qui en est une autre. Je m'explique. Imaginez que vous, imaginez que vous avez une classe voiture. Il faut vous dire, imaginons que vous avez à côté, vous avez une classe qui est une classe, par exemple, une classe Dacia. Et bien à ce moment-là, vous pouvez dire que la classe Dacia est une voiture, donc on peut dire que la classe Dacia est rattachée à la classe voiture. Voilà. En fait, l'héritage, c'est ça. C'est on crée une classe A qui, en fait, est la classe B. La classe B est un sous-membre, on va dire, de la classe A. La chose qui est bien avec l'héritage, quand une classe hérite d'une autre, c'est que la classe B a accès aux différents membres de la classe A. Et quand vous créez la classe B, c'est comme si vous créez la classe B plus la classe A. Ça peut vous paraître un peu sombre et mystérieux pour le moment. Donc ce qu'on va faire, je vais repartir sur mon exemple de la classe caisse. Donc j'ai une caisse, ici, avec mes différentes positions... non, je sais plus que je m'embrouille, parce qu'en plus j'ai fait continuer les vidéos entre temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans caisse? Nous avons les trois valeurs de size. Alors, nous avons dans caisse, nous avons size X, size Y et size Z. Voilà. Nous avons nos trois membres. Imaginons que nous allons faire une caisse un peu spéciale, qui est par exemple un tonneau. Le tonneau, lui, sera comme la caisse, sera une caisse, mais un peu spéciale parce que elle, vous savez, c'est un cylindre, un tonneau, on va dire, pour simplifier, ça va être un cylindre. Et donc, les différents membres seront changés parce que cette fois, il aura besoin d'un rayon et d'une hauteur. Mais pour autant, le tonneau reste une caisse. Donc ça veut dire que nous allons quand même garder les différentes size X, size Y et size Z. Ce que nous allons juste faire, c'est faire en sorte que le rayon soit égal à size X et size Y, et que la hauteur, elle, soit size Z. Donc voilà, c'est juste un petit changement, mais il faut vous mettre dans la tête qu'un tonneau est une caisse. Et donc, quand on va créer nos classes tonneaux, quand on va créer l'instance de la classe tonneau, quand on va créer notre objet tonneau, et ben à ce moment-là, on appellera la création de l'objet caisse aussi. Et donc, on pourra appeler toutes les fonctions et tous les membres, donc tous les attributs, qui sont rattachés à caisse en passant par tonneau. Vous pourrez voir que ça pourra beaucoup nous aider par la suite, et ça pourra nous aider dans beaucoup de cas à l'héritage. Parce que peut-être que mon exemple n'est pas le meilleur, le plus pertinent,
celui qui ne montre pas peut-être la façon la plus simple de montrer comment ça se passe, enfin comment on peut bien utiliser l'héritage, mais déjà il nous montre un peu comment ça marche. On pourrait créer aussi par exemple une autre classe qu'une caisse. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme autre caisse? Une caisse, on va dire, on va faire une boîte. Sauf qu'une boîte, c'est une caisse, mais un peu spéciale. Parce que cette boîte, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire faire, cette boîte? euh... hmm. Par exemple, cette boîte, elle pourrait avoir des tiroirs, je sais pas, n'importe quoi. Des tiroirs. Et donc, en fait, le fait de créer une boîte, de créer un objet boîte, serait de créer une caisse avec size X, size Y et size Z. Donc, les tailles des boîtes, de la boîte. Et imaginons qu'on pourrait faire, par exemple, différents tiroirs, donc avec un tableau, qui, lui aussi, a un nouveau size X, size Y et size Z pour les différents tiroirs. Donc, on va pas faire la classe boîte, hein, parce que ça n'a pas grand intérêt ici. Mais vous pouvez voir, par exemple, que si on crée une boîte, on aura déjà les attributs size X, size Y et size Z, et que donc, on pourra les utiliser, eux, par rapport à notre boîte, à notre classe boîte. Mais rappelez-vous bien que quand vous créez un objet, sa classe mère, on dit, est créée elle aussi. Par exemple, quand vous créez une boîte, vous n'allez pas créer un tonneau avec, vous allez créer une boîte et une caisse. Donc vous allez voir tous les membres de boîte et tous les membres de caisse à portée de main. Quand vous créez un tonneau, ce sera la même, ce sera tous les arguments, tous les membres de tonneau et tous les membres de caisse dont vous aurez, sur lesquels vous, voilà, qui pourraient être utilisés. Donc j'espère que cela a été assez clair pour vous. J'enlève ma tablette graphique. Voilà, on n'en a plus besoin. Et on retourne dans notre code. Je vais enlever cette là parce que ça c'était pas là avant. Voilà, on avait déjà fait les opérateurs si je me souviens bien. Ça on enlève, excusez-moi. Faudrait que je pense à faire des sauvegardes à chaque épisode, ce serait plus simple. Donc voilà, on va créer notre classe qui sera la classe tonneau. Classe tonneau. Voilà. Et on va dire, donc ce qu'on va faire en même temps, c'est dire au compilateur que cette classe est une classe dérivée, donc on dit une classe phi ou classe dérivée, comme vous voulez. Ça voudra dire juste qu'elle hérite de caisse. Et hériter de caisse, donc ça veut dire que ce sera une caisse, et quand on créera tonneau, on créera caisse. Et pour dire cela, il faut mettre 2 points et le nom de la classe mère. Et la classe mère, c'est caisse. Voilà, c'est bien joli, mais ici, il y a un problème. Parce que, bien que ce soit une classe phi, les classes entre elles ne se donnent pas tous les droits. Par exemple, ici, en public, tout est public, donc à l'extérieur de la classe, tout va bien, on peut donner, on peut accéder à tous les membres, mais imaginons si c'était en private, parce qu'ici avant c'était en private, donc je vais mettre private là, protectis, je vais vous l'expliquer tout de suite. Private, si c'est en private par exemple, tout ce qui est à l'extérieur, les fonctions de l'extérieur ne pourront pas toucher aux attributs qui sont en private. Mais pour autant, on peut faire en sorte que la classe dérivée puisse avoir ce qui est en private. Enfin en private, non. Parce que le problème c'est quand c'est en private, c'est que on ne peut dans tous les cas pas y accéder en dehors de la classe. Mais ce que nous pouvons faire, c'est mettre ces arguments en protected, donc en protect. Et donc, quand les arguments, bon, ici c'est des arguments, qu'est-ce que j'ai, je me trompe à chaque fois. Quand les attributs sont en protected, ça veut dire que tous les membres qui sont en protected peuvent être accessibles par les classes dérivées. Donc par la classe elle-même et la classe et ses classes dérivées. Donc on va rien changer. C'est juste que quand vous ne voulez pas, par exemple, imaginons que size X, size Y et size Z, vous ne vouliez pas que dans le main.cpp, en créant l'objet caisse, vous ne vouliez pas qu'on puisse l'utiliser, mais pour autant vous voulez l'utiliser dans tonneau, vous le mettez en protected. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais pour ici, je ne pense pas qu'on en aura besoin. Voilà. Ce que nous allons faire, c'est, voilà. Normalement, avec ce que je vous ai dit,
tout devrait bien marcher, parce que c'est en public. Mais le problème, c'est que par défaut, notre compilateur met la classe tonneau en classe dérivée, tout va bien, dérivée de la classe caisse, mais ici, c'est comme si on lui mettait private, parce que c'est ce que le compilateur met par défaut. Et quand on met private ici, ça veut dire que la classe n'a accès à aucun des membres qui se trouvent dans cette classe. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre en public, et donc notre caisse a accès aux différents attributs et membres qui sont en portée publique et en portée protected. Voilà. Maintenant, nous pouvons toucher à size X, size Y et size Z. Nous allons créer aussi notre public, mettre aussi notre portée en public. Et on va commencer tout de suite par créer, comme on crée à chaque fois une classe, on va faire son constructeur. Alors, le constructeur, c'est toujours tonneau. Et donc, il a besoin de quoi? D'un int qui sera le rayon et d'un int qui sera la hauteur. Voilà. Nous avons notre constructeur. Tout va bien. Mais, il y a un problème. Quand nous appellerons notre constructeur tonneau, eh ben, le compilateur, vu qu'il sait que c'est un public caisse, donc c'est une classe dérivée de caisse, de la classe caisse, il devra bien, à un moment, appeler le constructeur de caisse, pour que cette classe caisse puisse exister, vu que tonneau est aussi une caisse. Donc, quand il verra public caisse, donc quand il appellera ici le constructeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler le constructeur par défaut de caisse. Et le problème avec le constructeur par défaut, c'est que, comme ici nous voyons, c'est que les différents arguments sont à 0. Pour remédier à ça, ce qu'il faut faire, c'est appeler manuellement le constructeur de caisse à partir du constructeur de tonneau. Donc nous allons dans fonction.cpp, nous collons le prototype de notre constructeur. On dit bien que c'est une fonction de tonneau. Et ce que nous allons faire, c'est mettre deux points et appeler la fonction caisse. Et la fonction caisse, qu'est-ce qu'elle demande? Un size X, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le size X et le size Y, ce sera le rayon. Donc on lui envoie comme argument le rayon aux deux premiers arguments. Et la taille Z, ce sera la hauteur. Donc, on lui envoie hauteur. Et voilà. Ça veut dire qu'à ce moment-là, quand le compilateur exécutera notre fonction, il créera nos arguments, et il verra ici qu'il faut appeler, avant d'exécuter ce qu'il est ici, il saura qu'il faudra appeler le constructeur caisse. Et à ce moment-là, on peut continuer, nous, à faire ce qu'il faut faire dans le constructeur. Donc on va créer un int rayon et un int rayon et un int hauteur. On retourne dans fonction, on dit que vis rayon, encore une fois, il est où? Vis rayon, voilà. Encore une fois, le vis, je vous rappelle, c'est le pointeur caché qui se trouve dans les fonctions de la classe, et ce pointeur renvoie vers la classe. Donc vis rayon, donc on prend rayon, et on lui dit que la valeur de rayon est égale à l'argument rayon. Et pareil, pour vis hauteur est égal à hauteur. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est commencer à créer notre tonneau qu'on va appeler, je sais pas, classe T. Et on appelle le constructeur, on lui envoie en rayon 10 et en hauteur 100. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait fait comme fonction avant? On avait fait la fonction compute volume. Voilà. Maintenant, nous avons créé notre constructeur, tout va bien, et nous allons voir si tout marche bien. On va faire notre affiche, et on va marquer ici constructeur.
constructeur tonneau. Voilà. Dans l'ancien épisode, j'avais déjà mis ça dans le constructeur. Non, est-ce que je l'ai mis ici? Non, on va faire pareil dans le constructeur de caisse. Faire affiche constructeur caisse. Voilà. Et si on teste, nous voyons bien que le constructeur de caisse a bien été appelé, et ensuite le constructeur de tonneau s'est bien été aussi appelé. Donc tout va bien, nous avons créé notre objet comme il fallait. Ensuite, il va falloir aussi faire attention au constructeur de recopie, parce que ça va être ici la même chose. Si on appelle le constructeur de recopie déjà de classe T, et ben ça va nous copier, ça va appeler le constructeur de recopie de base, comme je vous l'ai déjà montré pour une classe normale, ça prendra le constructeur de recopie par défaut. Ici, dans la classe tonneau, il n'y a pas de problème parce que nous n'avons pas d'allocation dynamique. Mais le souci, c'est à partir du moment où nous avons un héritage, il faut prendre en compte aussi les classes qui sont au-dessus. Et le problème, ça va être que quand on va appeler donc le constructeur de recopie de tonneau, tout ira bien, mais je vous rappelle aussi que le compilateur va aussi appeler le constructeur de recopie de caisse pour qu'il puisse avoir tout ce qu'il faut. Mais dans caisse, le problème, c'est que dans caisse, nous avons un pointeur avec une allocation dynamique. Voilà, avec une allocation dynamique. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est appeler manuellement le constructeur de recopie caisse, et pour cela, il faut créer, manuellement aussi, un nouveau constructeur de recopie pour tonneau. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Nous allons faire qui s'appelle toujours tonneau, et on a besoin d'une référence d'un tonneau. Je vous rappelle, une référence, c'est donner un autre nom, un autre identificateur à une variable pour pouvoir l'envoyer dans une fonction, dans un attribut, dans un argument, je me perds avec les mots, dans un argument, pour éviter de le copier. Parce que si ici on envoie l'argument tonneau, un tonneau entier, vu que ce sera un nouvel argument, il faudra le copier, et donc il appellera le constructeur de recopie, et etc. Et ça fera une boucle infinie, et notre code va cracher. On reprend alors notre constructeur de recopie avec une référence. Faites bien attention, n'oubliez jamais de mettre une référence. On fait tonneau de point pour montrer que c'est bien, que cette fonction appartient bien à la classe tonneau. On va l'appeler l'argument copie tonneau. Et donc, ici, vu qu'on appelle le constructeur de recopie, il faut le faire manuellement. On va faire this, bon, enfin, ça va aller plus vite, rayon est égal à copie tonneau.rayon et hauteur est égal à copie tonneau.hauteur. Voilà. Mais nous avons encore un souci, nous n'avons appelé que le constructeur de recopie de tonneau. Et ce que va faire le compilateur, quand il verra notre constructeur de recopie de tonneau, il appellera le constructeur de recopie par défaut de caisse. Alors ce qu'il nous faut faire, c'est appeler le constructeur de recopie de caisse. Et là, ce que nous allons faire, c'est lui envoyer copie tonneau. Et oui, parce que même si le caisse demande un objet de type caisse, même si nous lui envoyons un objet de type tonneau, il acceptera parce que comme je vous l'ai déjà dit, un tonneau c'est une caisse. La classe tonneau est quand même une classe caisse à la base. Donc nous pouvons bien faire passer comme argument un copie tonneau. Jusque là, il n'y a pas de souci. Et maintenant, nous allons refaire les affiches. Hop, constructeur recopie tonneau. Et je vais aller voir le constructeur de recopie caisse. C'est pour ça aussi que c'est toujours mieux, même si vous n'avez pas d'allocation dynamique, dans votre classe, de créer un constructeur de recopie. Au moins vous êtes sûr
que si par la suite vous avez une classe qui aura besoin, par exemple, qui aura besoin d'appeler un constructeur de recopie, et ben vous serez sûr de pouvoir le faire sans à chaque fois vous retaper et réécrire la fonction et tout ça. On lance. Et bah oui, bah pour autant j'ai encore rien mis. Je crée un nouveau tonneau que je vais appeler classe T2 et je l'initialise avec classe T. Et donc quand j'envoie classe T, hein, sous-entendu j'envoie classe T en tant que référence. Donc ça veut dire qu'on donne un nouveau nom à classe T qui sera ici copie tonneau, si je me souviens bien, copie tonneau. Voilà. On lance, on appuie sur F5 et vous voyez, déjà on crée notre premier classe T, donc on appelle les deux constructeurs, et ensuite on crée classe T2 en appelant le constructeur de recopie de caisse et le constructeur de recopie de tonneau. Et voilà, ici, nous avons une classe qui peut être utilisée normalement sans gros problème. Maintenant, nous allons voir une dernière chose, un dernier problème qui est aussi lié au fait qu'il y ait une allocation dynamique. Parce que, par exemple, dans notre classe caisse, si je cherche, nous avons créé l'opérateur égal, qui fait en sorte qu'on copie bien test est égal à copie test. Voilà. Là, tout va bien. Mais le problème, c'est quand on va créer le même pour tonneau, ça va nous faire les mêmes problèmes que tout à l'heure. Et en plus, nous allons voir qu'il va y avoir un deuxième problème qui va s'opérer. Parce que là, vous voyez, si on va créer un opérateur égal avec deux tonneaux, le problème, c'est que on va bien appeler l'opérateur égal de tonneau, mais pas l'opérateur égal de caisse. Et vous allez voir qu'on va même pas pouvoir appeler l'opérateur égal de caisse, il va falloir passer par une chose qu'on appelle les fonctions amies. Alors avant d'en arriver là, on va commencer par créer notre opérateur qui renverra quoi? Qui renverra un tonneau, une référence de tonneau, et donc une référence de tonneau, oui, qui sera l'opérateur égal, et qui a besoin d'un tonneau, et on va encore donner une référence, comme ça on n'a pas besoin de copier l'objet en entier, même si ici on n'aurait plus de soucis. On revient, j'ai fait n'importe quoi. CTRL-C, je vais dans les fonctions CTP. Et hop là. Et voilà, j'ai créé ma fonction. Hop là. Je vais l'appeler tonneau copie. Et je vais faire les copies qui doivent s'opérer. Donc quand on appelle l'opérateur égal, ce qu'on fait, c'est que le rayon de notre classe doit être égal à tonneau copie point rayon. Et pareil pour la hauteur, hauteur est égal à tonneau copie point hauteur. Et là, si vous vous rappelez bien, c'est exactement le même code que nous avons fait avec notre constructeur de recopie. Donc c'est exactement le même code. Vous voyez, les deux fonctions se ressemblent beaucoup. Mais là, le problème, c'est que nous n'allons pas pouvoir appeler, faire deux points, opérateur égal. Parce que si on fait opérateur égal et qu'on lui envoie tonneau copie, dans tous les cas, on ne peut pas l'appeler comme ça. Hein. Imaginons qu'on l'appelle comme ça. Et bien à ce moment-là, l'opérateur qu'on va appeler, ce ne sera pas l'opérateur que nous voulons, donc qui est caisse, mais ce sera l'opérateur qui sera l'opérateur tonneau, parce qu'on lui envoie un tonneau. Et le problème avec tout ça, c'est qu'on ne peut même pas faire une conversion, parce que si on fait une conversion, on va créer un deuxième objet tonneau copie, et donc ce ne sera plus les mêmes, ce sera plus du tout les mêmes variables, et ça aura tout changé. Donc ce que nous allons faire, c'est ce que nous allons devoir créer une fonction qui est détachée de
la fonction de la classe tonneau, c'est-à-dire qui peut être appelé par tonneau, et qui prend en argument 2 caisses. Et on va appeler par exemple la fonction égale. Donc on va créer cette fonction égale. On va l'écrire ici. Donc cette fonction égale, qu'est-ce qu'elle renverra? Elle renverra elle renverra rien, je pense. On va l'appeler la fonction égale. Et qu'est-ce qu'elle prend en argument? Elle prend 2 caisses, donc 2 références de caisses. Donc ils seront, hop là. On va dire ce sera caisse, on va faire caisse 1, caisse 2, on va pas trop réfléchir pour le nom. Donc caisse 1, caisse 2, voilà. Et donc si on appelle ici égal, hop là. Non, je me suis foiré. Donc égal, on peut lui envoyer notre caisse 1 qui sera celui avec lequel on donnera des valeurs. Donc caisse 1 ça va être notre tonneau actuel, donc la valeur de vis, et la caisse 2 ce sera tonneau copie. C'est bien beau tout ça, mais vous allez voir que même si normalement nous avons nos arguments en public, si nous mettons nos attributs en public, si nous mettons nos attributs en protected, donc moi je les mets toujours en protected, au moins je suis sûr qu'ils pourront être utilisés par nos classes filles, donc nos classes dérivées. Donc à cause de ça en protected, on ne pourra pas utiliser ici, par exemple, on ne pourra pas faire caisse 1, et on pourra, déjà c'est un point, et on ne pourra pas, vous voyez, utiliser size x, size y et size z, parce que c'est un protected, et que notre fonction égale n'a rien à voir avec, elle n'a rien à voir avec nos caisses, avec la classe caisse. Donc ce qu'il faut faire, c'est définir cette fonction égale dans la classe caisse, et lui mettre dedans, lui dire friend, donc ami, ça veut dire que cette classe devient la fonction égale devient une fonction amie de la classe caisse, ce qui veut dire qu'elle aura accès aux différents attributs, aux différents arguments. Et j'ai juste peur que même avec ça, je ne puisse pas avoir, parce que non, c'est bon, non. Donc je peux avoir accès aux différents attributs dont j'ai besoin. Donc j'ai plus qu'à faire caisse 1 est égal à caisse... Oula. Je vais arriver. Caisse 2.sizex. Je copie. Ce que nous devons copier, c'est size y. Qu'est-ce que je fais là? C'est size z et là c'est size z. Je retourne juste voir mon constructeur que j'avais fait ici. Donc voilà. Et juste après faire en sorte que la valeur de test qui se trouve donc dans caisse, oula, j'arrive plus aujourd'hui, caisse 1, donc la valeur de test qui se trouve dans caisse 1 doit être égale à la valeur de caisse 2.test. Et voilà, et maintenant nous avons notre fonction égale qui marche bien et dans laquelle nous pouvons envoyer ici et que nous pouvons utiliser. Et là on fait return et on retourne quoi? On retourne notre tonneau. Qu'est-ce que je fais? Oui. On retourne vis. Donc vu que c'est une référence, c'est la valeur de vis. Voilà, donc maintenant
vous pouvez faire votre opérateur égal sans qu'il y ait de soucis avec, avec tout ce... Qu'est-ce qu'il me dit? Ayant est égal quoi? Qu'est-ce qu'il me dit? Si je lance... Si je lance, je n'ai pas d'erreur, donc tout va bien. Si je suis dans une erreur qui était là. Donc voilà, maintenant vous pouvez faire vos opérateurs. Faites très très attention à cela, parce que comme vous avez pu voir, ici nous n'avons pas pu appeler notre opérateur, l'opérateur égal que nous avions dans la caisse. Et donc nous avons dû créer une deuxième fonction, donc une fonction égale, qui est elle indépendante de la classe caisse, mais qui est son amie, qui est la fonction amie de la classe caisse. Et on a dû donc pour cela bidouiller un peu, donc à cause de cela on doit appeler notre, on doit envoyer notre propre objet tonneau, donc ici, avec le tonneau copie, pour que la copie s'effectue. Ensuite on fait la copie de notre, de l'objet tonneau qui elle, il n'y a pas de problème, et on retourne lisse. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour tout ce qui sera attaché au polymorphisme et toutes ces belles choses. Donc je vous souhaite une bonne journée, allez, à la prochaine.